Donc bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc la vidéo tant attendue des ensilages. Les plans ont été tournés le 13 octobre, on a ensilé le dimanche 13 octobre, voilà, c'est parti. Ouais, donc du coup on se retrouve après le chantier dans les parcelles. Donc cette vidéo là, j'ai essayé de changer le format par rapport à l'année dernière où j'avais juste filmé les plans. Voilà, là j'avais 2-3 trucs à expliquer et puis surtout j'avais des interrogations de certains. Ils m'avaient demandé, c'est pour ça que j'ai la pelle à bêcher dans les mains. Oui, montre la structure, tu montres jamais la structure. Alors si je la montrais pas, c'était surtout parce que j'estime que dans les vidéos agronomie c'est vu et revu et refait et on montre toujours la même chose, donc je voyais pas l'intérêt. Par contre là je trouve intéressant pour vous comme pour moi de constater ce qui se passe quand on fait un maïs en silage ou surtout dans des conditions comme cette année. Je trouve intéressant d'observer comment le sol se comporte après qu'on soit passé avec des gros engins de plusieurs dizaines de tonnes, même parfois plusieurs fois au même endroit, montrer, constater que même dans les passages de roues on a des turicules de vers de terre, donc ce qui fait que c'est pas parce qu'on passe avec des machines énormes que le sol derrière il fonctionne plus et il va pas arriver à se décompacter durant tout l'hiver. Il y aura une serrée à la paille sur ces cultures là. Montrer ensuite tout là-haut les endroits où ça a marqué. Le champ au-dessus était drainé, on a essayé aussi. Je suis resté dans l'entrée du champ dû à la pente et dû au fait que c'est pas drainé et puis que c'est un terrain qui garde l'eau. Donc pour un souci de transparence, je vous montrerai la seule parcelle qui n'est pas drainée qu'on a essayé d'ensiler. Pour vous montrer quand même que ma vision de l'agronomie est agronomique et je vante toujours les bienfaits de cette technique-là. Mais montrer aussi les limites, montrer que c'est pas magique et que dans certaines conditions, voilà, quand c'est trop frais, c'est trop frais. Un bruit d'allume-feu. Donc on voit toujours en semi-direct les débris végétaux qui sont en surface. Enfin tu pourras montrer, mais j'ai fait exprès de me mettre dans le passage de roue. Voilà, sensiblement l'ensileuse, des tracteurs, des remorques qui sont passées plus ou moins pleines. Mais on voit, ils disent qu'à peu près dans une pelle à bêcher, dans un sol qui commence à être actif, il faut en trouver une dizaine. Donc là je pense qu'il y en a un là, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, 7. On voit qu'on commence à avoir une structure qui commence à être intéressante. On n'a pas pour l'instant avec le maïs ensilage, on arrive à la fin de la deuxième année. Là on voit il y a quelques repousses de sarrasin, c'est parce que c'était le couvert d'été. Ouais. On avait semé la première fois le blé févrole en semi-direct. Ensuite il y a eu quoi? Il y a eu un semis de sarrasin qu'on n'avait pas récolté. Et ensuite là le maïs ensilage. Donc ça fait grosso modo 2 années, enfin on arrive sur la deuxième année complète, on va entamer la troisième année. Voilà, donc pour ceux qui voulaient voir la structure, voilà ce que ça donne dans le passage de roue. On voit que c'est pas compacté, c'est juste en surface quoi. Le temps que je passe la pelle, une fois que j'ai passé la terre en dessous, enfin la pelle en dessous, on voit tous les vers de terre qui sont en train de travailler. Donc il faut se dire que c'est ça dans tout le champ. Donc voilà, pour ceux qui voulaient observer, on observe bien que les turicules sont, que ce soit entre les passages de roue ou au milieu des passages de roue, on observe bien qu'il y a une bonne activité. Alors attention, je vais essayer de nuancer mon propos. Ce qui fait l'importance, c'est sur, à mon avis, 3 tiers. C'est-à-dire il y a le fait que les parcelles où on a réussi à ensiler
sont drainés. Le deuxième tiers, c'est la technique, c'est le fait que ce soit en semi-direct et que le point principal sur lequel on oriente notre travail, c'est l'agronomie. Le fait de ne pas toucher les sols avec aucun outil de travaux du sol. Et qu'il n'y ait que les plantes et des gros apports de matière organique qui interviennent sur la structure. Et le troisième tiers, c'est le fait que le maïs ait une nouvelle fois été semé à un écartement très serré à 37,5 et à 5000 pieds hectares. Bon, cette année, les ennuis sur la levée, pas sur la qualité du semis, mais surtout sur les dégâts de limaces. Là, j'aurais voulu faire le comparatif avec le maïs population. Malheureusement, dans le maïs population, je suis resté dans l'entrée, donc j'ai pas pu. Voilà, le pire de la parcelle, c'est là. Surtout qu'après je suis passé taillé, mais bon, en taillant j'ai juste repris les traces. C'est parce qu'on a la flotte qui vient se déverser ici et qui suit la haie. Que je passerai un léger coup de herse rotative avec un semoir direct pour ressemer juste cette partie là. Je sais pas où est-ce que je laisse se refermer parce que ça fait quand même. Est-ce qu'on retire le fossé qui est le long de la haie un peu plus ici pour que la flotte arrête de passer et se déverse dans le champ. Là où ça a marqué le plus, dans les champs drainés. Et c'est souvent le problème du premier tour. C'est-à-dire que le premier tour, vous suivez l'ensileuse. Et l'ensileuse, si c'est frais, elle descend. Ensuite, vous passez derrière avec le tracteur, la benne. Et ensuite, quand vous faites le deuxième tour, le tracteur, la benne, il repasse au même endroit que est passé l'ensileuse une première. Et il suffit que le champ soit grand et que ça fournisse pas pour le premier tour pour une seule benne. Et derrière, vous avez une autre benne encore qui suit. Donc ça fait sensiblement entre 4 et 5 passages dans le premier tour. Et ensuite, moi, vu que j'ai dû tailler les haies, l'année dernière, on n'avait pas pu tailler toutes les parcelles. Donc cette année, il fallait quand même finir par tailler parce que sinon, on a vite fait perdre 1,50 m, 2 m dans le champ. Hormis ce passage-là en bas, il n'y a pas ces marquages-là le long de la haie. Puis il y a surtout le fait que, là, je sais pas si on voit, mais on commence quand même à avoir une forte pente sur le haut de la parcelle. C'est un peu normal que ça marque aussi, on a tendance à pencher. Donc là, une nouvelle fois, un souci de transparence, montrer quand même que le semi-direct c'est pas magique. On voulait absolument avoir du vert pour l'avant-dernier champ, du coup on voulait que ce soit le dernier champ parce que le maïs met le même... et on est là tous, hein. Et on voit que le maïs est encore sensiblement très vert, on pourrait encore l'ensiler. Et donc on voulait finir le silo d'ensilage, c'est du maïs qui a été semé très tard. Autour même après le 15 juin. Et donc on voulait finir le silo par du vert. Comme on le voit là, encore une fois, une forte porte, on a suivi la haie, c'était bon. Et une fois que j'ai voulu suivre l'ensileuse derrière, l'ensileuse a commencé à marquer. Puis moi, forcément, vu que je suis passé dans les traces, ou un peu à cheval parce que les traces de l'ensileuse sont un peu plus larges, je suis resté là, quoi. Donc ensuite l'ensileuse m'a tiré, on a fait une boucle dans le champ, puis on est ressorti parce que on pensait que c'était juste ici que c'était frais, mais non, après... En fait, c'est toute la butte qui freine l'eau. Et ensuite, plus on a monté dans le champ, même là-bas sur le plat, c'est encore plus mouillé. Là, on le voit que ça commence à ressuyer un peu. Donc, on va voir, ça tient la météo tient jusqu'au battage. Donc là où je suis resté, c'est là, rentré puis ressorti, quoi, aussitôt. Donc là je me mets à côté de fumier pour vous parler qu'après je vais enfin pouvoir épandre le fumier sur ces parcelles là, qu'on avait décidé au printemps de pas l'épandre, d'arrêter peut-être même totalement d'épandre les fumiers au printemps, justement parce que pour ce souci de compaction momentanée, une culture de printemps elle est sensiblement beaucoup moins longtemps dans les champs. Et en fait il faut qu'elle démarre très vite, donc elle supporte pas la compaction momentanée au moment du semis ou au moment du développement de la parcelle. Donc pour un maïs, vaut mieux dans les années à venir épandre les fumiers derrière les céréales à paille, derrière la moissonneuse l'été, quoi, parce que les sols sont suffisamment ressuyés. Et plutôt que d'épandre les fumiers avant de semer le maïs, plutôt les épandre après. Donc là c'est ce que je vais faire, j'ai réservé l'épandeur à la Cuma et puis je vais faire ça si tout va bien demain après-demain, donc 2 et 3 novembre. Voilà, et puis ensuite on pourra enfin attaquer sur les semis d'automne. Donc voilà, donc c'est une fin de vidéo. J'espère que la vidéo des ensilages 2024 vous aura plu. Les maïs encore une fois auront été ce qu'ils étaient, c'est-à-dire que certains diront encore une fois sensiblement mais t'as pas honte d'ensiler du maïs comme ça. Encore une fois j'explique dans quel contexte il a été réalisé ce maïs, c'est-à-dire contexte 2024 très compliqué en conditions humides, avec un automne 2023 très compliqué aussi. Donc ce qui s'est passé c'est que, je le répète, on avait majoritairement des couverts à base de raies qui avaient repoussé suite au fauchage du sorgho fourragé que j'avais semé sur une grande partie de l'assolement. Ensuite ce rais gras, la fauche de ce sorgho là, vu qu'il y avait pas mal de petites repousses de rais gras qui avaient pour la plupart grainé, et ça a sensiblement ensemencé tout le champ. Donc j'avais un gros assolement à base de rais gras. Donc derrière, si vous semez un futur maïs,
ça fait graminées. Et avec les conditions de désherbage qu'on a eues au printemps, les conditions de désherbage ont été compliquées. Sauf que si jamais j'avais, en plus de l'engrais starter, en localisé sur le rang, donc je rappelle les dosages, hein, ramené à l'hectare, ça fait 7 unités 5 et 17,5, enfin 7 unités 5 d'azote, 17 unités 5 de phosphore. Donc ramené à l'hectare, c'est ridicule en plus, sachant que moi je t'aime à 37,5. Donc ramené sur le rang et au pied de maïs, c'est encore plus ridicule ce qu'on faisait avant, qu'on était en 75. Voilà. L'engrais est concentré sur, en 3 mètres sur 8 rangs plutôt qu'en 4. Donc la concentration sur le rang d'engrais, elle est ridicule, elle est bien répartie homogène dans tout le champ. Et ensuite, on a décidé de ne pas mettre d'ammonitrate ni d'urée, dû aux deux conditions de désherbage compliquées, parce qu'à partir du moment où vous mettez de l'engrais, vous ne le mettez pas en plein avec un distributeur à engrais. Vous ne le mettez pas en plein dans tout le champ, enfin, vous le mettez en plein dans tout le champ, donc c'est pas localisé sur le rang. Donc s'il y a des graminées qui n'ont pas été désherbées, elles en profitent aussi, et donc résultat on se met en concurrence et on augmente une nouvelle fois encore les doses de désherbage. Donc oui, on aurait sensiblement eu un maïs plus gros à mettre de l'engrais, mais ensuite économiquement et surtout environnementalement, avec les conditions de désherbage qu'on a eues, c'était pas judicieux de faire ça. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est de limiter les coûts au maximum, mettre le moins de désherbant possible, le moins d'engrais de synthèse possible. Sur une partie de l'assolement, vous n'aurez pas pu le voir dans cette vidéo parce qu'on n'a pas pu les ensiler, les maïs population. Et donc sur une bonne partie de l'assolement, on avait mis pas mal de maïs population. Et je pense que l'année prochaine, ce sera la quasi-totalité, si c'est pas la totalité, en maïs population. On voit que sensiblement, avec des doses très faibles d'engrais, on a sensiblement, avec les terres qu'on a, avec le contexte qu'on a nous, on a sensiblement les mêmes maïs, quoi. Alors que c'est censé être la révolution verte, maïs hybridé, potentiel de rendement maximum. Oui, mais pour exprimer ce potentiel de rendement là, il faut soit, j'appelle moi vulgairement, casser la gueule à la terre avec des outils de travaux du sol, pour minéraliser un maximum de matière organique, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut faire de la terre fine, mais en fait le fait de faire de la terre fine, c'est que vous passez un nombre d'outils qui minéralise votre matière organique, donc vous avez cet effet boost là des plantes, sauf que à quel prix, quoi. On voit aux conditions les conditions d'ensilage de cette année, surtout dans le Grand Ouest, où on n'arrive pas à rentrer dans les champs, et où moi, même que c'est un mois plus tard par rapport à d'habitude, on le voit à l'état du champ, comparé à ce qui se fait dans le secteur là. Enfin, il y en a qui à l'heure actuelle mettent tout juste les pieds dans les champs pour arriver à ensiler leur maïs. Moi, mon maïs était debout aussi. Pareil, il y en a qui ont du maïs à plat par terre. Là aussi, on peut trouver plein de raisons. Est-ce que c'est le fait d'avoir mis trop d'engrais? Est-ce que c'est le fait d'avoir du maïs semé à 75 que le fait qu'il soit suffisamment espacé pour que le vent s'engouffre dedans et les mette tous par terre? Est-ce que c'est la variété? Est-ce que c'est le fait que ce soit en labour, qu'il y ait moins d'enracinement, que le système racinaire soit trop faible par rapport à la taille du maïs, sur certains maïs qui faisaient 2 mètres 53 mètres. Enfin, on le voit, si c'est pour mettre tous ces frais là à l'hectare pour ramasser du maïs par terre et ne pas être capable de rentrer dans les champs. Donc voilà, donc tout ça pose question. J'espère que ma vidéo d'ensilage aura répondu à certaines questions pour certains pour cette année. À la prochaine tout le monde, salut!